Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 27 mars 2026. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, et peut-être un peu préoccupant apparemment, c'est que le marché, finalement, le descend encore. On a une correction encore de la correction dans le marché continue. Et c'est dû à quoi, apparemment? Est-ce que c'est dû au fait que le pétrole augmente de prix? Oui, la crainte, c'est que le pétrole, en augmentant de valeur ou de prix, finalement, ça crée un problème. Et le problème, c'est que le pétrole est utilisé aussi, ou le gaz naturel, si vous voulez, dans ce cas ici, pour faire des fertilisants. Et donc, les pays de l'Est, finalement, ont besoin de ce gaz naturel, et je crois peut-être du pétrole, pour comment dire, faire les fertilisants pour l'agriculture. Donc, ça crée un problème de déficit de production agricole, le fait de ne pas avoir le gaz qui vient naturellement des pays et du district là où se trouve l'Iran. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est pour ça que le marché aujourd'hui a continué à baisser. Apparemment. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler justement d'un sujet qui est typique de ce moment ici, c'est-à-dire le buffer stock. Ça s'appelle comme ça. Donc, le buffer stock, ou si vous voulez en bon français, c'est le stock régulateur. Les stocks régulateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays achètent finalement des stocks de marchandises et puis les gardent en réserve jusqu'à quand ils en ont besoin. C'est le cas du pétrole, par exemple aux États-Unis, comme je crois au Canada. On stocke du pétrole en cas où on a une crise et on en a besoin. Et c'est typiquement des États-Unis qui ont des grosses réserves de pétrole au cas où il y aurait plus de pétrole qui vient d'ailleurs. Mais les États-Unis sont autosuffisants, comme nous on l'est. À mon avis, on est bien autosuffisants. On a assez de pétrole, je crois, dans l'Est, dans l'Ouest canadien et dans le Nord canadien pour, je ne sais pas, 3 siècles, quelque chose de comme ça. Mais ça coûte cher quand même d'extraire dans notre cas, nous. Bon, mais tout ça pour vous dire, donc, finalement, comment dire, les stocks régulateurs, c'est quoi au juste? C'est que, justement, les pays, quand les prix sont bas des choses essentielles pour le fonctionnement de la société, en achètent, ils les mettent en réserve, et puis, si les prix se mettent à monter, eh bien, ils peuvent les vendre ou ils peuvent finalement, s'il manque à ces produits-là, comme dans le cas des fertilisants et puis tout ça, à ce moment-là, ben, ça sert à calmer finalement les prix et à continuer à produire ce qu'on doit produire. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est un buffer stock? Alors, c'est ça, donc la page 2. Stock de biens détenus par une autorité. Donc, c'est finalement l'État qui fait ça. Objectif, stabiliser les prix, achat lorsque le prix est bas et vente lorsque le prix est élevé. Principe, intervention, contrat cyclique. C'est-à-dire, quand c'est pas cher, l'État en achète et quand il est devenu cher, ben, il se met à les vendre. Ça, c'est à discuter un peu qu'est-ce que ça veut dire, mais quand même. L'État agit comme un acteur du marché pour réduire la volatilité. Justement, c'est ça. Il réduit la volatilité des prix des marchandises. Mais dans le cas du pétrole, à présent, là, c'est les stocks de pétrole qui sont libérés pour être mis à la consommation. Ça sert essentiellement pour remplacer le manque de pétrole qui pourrait, donc ce pétrole ne pas arriver, mettons, en Europe ou en Asie à cause du fait que le détroit de Hormuz est bloqué par éventuellement l'Iran. On verra tout ça. Mécanisme du buffer stock. Si le prix diminue, vous savez, la petite flèche sur la gauche, ça veut dire diminue. Si le prix diminue, le prix cible, donc, ça représente l'achat, ça crée une demande et la demande fait augmenter le prix. Si le prix augmente, donc la flèche de l'autre côté, vers la droite, le prix cible finalement se met à augmenter et donc il y a l'offre plus. Enfin, ça fait le contraire du précédent. Résultat, prix stabilisé autour d'un niveau cible. C'est un système similaire à une bande de fluctuation. Oui, ça, c'est intuitif finalement. Finalement, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il veut que le prix soit stable de quelque chose qui est essentiel à l'économie. Objectif économique. Pourquoi utiliser des buffer stocks? Réduire la volatilité des prix, justement, protéger les producteurs, un prix plancher, protéger les consommateurs, un prix plafond, stabiliser les revenus agricoles, et très important dans le marché agricole et matières premières, surtout le Canada, il y a eu à un certain moment une assurance à production pour les pays
pas pour les pays, mais pour les fermiers des provinces canadiennes, des 3 provinces canadiennes qui sont productrices de produits agricoles. Finalement, ils pouvaient vendre théoriquement à l'État, l'État les payait, mais ensuite l'État se procurait de vendre le produit comme tel à d'autres pays. Je pense que ça n'existe plus, mais c'était une assurance blé, une assurance, enfin, peu importe. Exemple historique, donc les cas réels, le blé, États-Unis et Canada, justement. Donc le café, accords internationaux, oui, le café est un produit très sauvage, finalement. Le caoutchouc, donc ce qui est finalement le produit pour faire les pneus, et puis l'étain, l'étain qui sert pour différents produits. Certains accords internationaux ont échoué à cause des coûts élevés. Oui, parce qu'ils font des accords internationaux, et puis finalement, ça ne tient pas. Par exemple, le cas du café, pour citer un vieux cas, dans le cas du café, c'est que le café était produit par le produit, enfin, c'était l'Angola produisait du café, mais il y avait contre l'Angola, il y avait comment dire, un barrage contre parce que politiquement l'Angola c'était pas bien et puis tout ça. Donc finalement l'Angola produisait, il le donnait au Brésil et le Brésil le vendait comme le chien. C'est pour ça qu'il dit certains accords internationaux ont échoué à cause de des coûts élevés. Finalement, c'est un monde sauvage, surtout quand on commence avec les matières premières. Donc, exemple numérique. Donc, prix cible, $100, $100 US. Donc, prix du marché, $70. Ça, l'État achète. Quand le prix du marché monte à 130, l'État en vend. Donc, stabilisation autour de $100. Ben, c'est ce qu'on a dit. À la page suivante, c'est-à-dire à la page 7, les avantages. Quels sont les points forts? Ben, c'est la réduction de la volatilité des prix, prévisibilité des revenus, sécurité alimentaire, ça c'est important. Limitation des, ben, important, tout est important, mais la sécurité alimentaire, c'est qu'on a du pain à manger, c'est ça que ça veut dire. Vous savez, nous, ici au Canada, on est finalement choyé en termes de production de produits agricoles, avec les produits agricoles et tout ça. J'ai assisté à Winnipeg, à un certain moment, j'ai assisté à des rencontres entre des représentants de différents pays en développement qui venaient acheter du blé canadien et il y avait une façon, une école dans laquelle ces gens-là pouvaient apprendre à faire les nouilles avec le blé canadien. Tellement c'est important la production canadienne pour le monde et pour naturellement pour le Canada. Donc c'est particulièrement utile pour les pays dépendants des matières premières. Ça c'est peut-être pour les points forts en général. Mais ensuite, il y a les inconvénients, les limites du système, le coût élevé de stockage, naturellement ça coûte, hein, garder tout ça, distorsion du marché, difficulté à maintenir le prix cible. Les gouvernements peuvent accumuler des stocks inutilisables, oui. C'est arrivé à un certain moment dans les années 70. Il y avait tellement, je crois, de blé ou de soya, je crois, accumulé, mais je pense que c'était surtout le blé accumulé qu'il y en avait, mettons, les barges, même les barges étaient pleines de blé, ils ne savaient pas où le mettre tout ce blé. Et à un certain moment, comment dire, les États-Unis ont offert ça finalement à la Russie, et la Russie en avait besoin parce que leur production de blé était plutôt misérable. Et donc, ça a été, disons, un client étonnant à l'époque parce que c'était la guerre froide. Mais malgré la guerre froide, finalement, les Russes achetaient finalement les surplus agricoles américains et canadiens, j'imagine aussi. Les problèmes majeurs, c'est les défis structurels. Les mauvaises estimations de la demande, oui, bien sûr, c'est des erreurs qui sont possibles. Spéculation contre le système, épuisement des réserves financières. Oui, on n'a plus d'argent pour acheter finalement au bout de la ligne. Accumulation excessive de stocks et peut mener à un effondrement du système. Oui, exactement. Ça peut finalement, le système de stockage continuel, finalement, s'il n'est pas utilisé ce stock, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est ça le problème. Les alternatives. Il y a d'autres mécanismes, comme des subventions directes, assurance agricole, marché à terme. L'assurance agricole, on l'avait au Canada, que je cherche quand je le suivais, donc ça fait quand même il y a une trentaine d'années. Marché à terme, il y a des contrats à terme, des futures, il y a des filets de sécurité comme des filets sociaux. C'est-à-dire les prix peuvent être modifiés par l'État en fonction de certains besoins de la société.
Aujourd'hui, les marchés financiers remplacent souvent les buffer stocks. C'est-à-dire, au lieu de continuer à accumuler du produit en stockage, ben, ce sont les marchés financiers, surtout les marchés de Chicago, dans ce cas ici, au moins en Amérique du Nord, sur mettons, le blé, le maïs, l'avoine, le soya et les viandes aussi. Si vous allez à la page 11, le buffer stocks versus les marchés financiers. Donc, le critère buffer stock et futures, c'est trois volets. Le critère, c'est l'intervention publique. Ça, c'est le buffer stock devient privé. C'est-à-dire, on peut le faire, le buffer stock, avec des futures, avec des contrats à terme. Ici, le terme est un peu nébuleux quand on dit futures, mais les futurs, c'est des contrats à terme, sur lesquels, finalement, on joue le prix plutôt que le produit comme tel. C'est un gros sujet, hein, c'est celui-là. Le coût, c'est élevé dans le buffer stock et c'est dans les futures, ça coûte pas cher. Et la flexibilité, le buffer stock n'est pas flexible, fait faible, c'est-à-dire la flexibilité n'y est pas, parce qu'une fois que vous avez acheté, vous l'avez acheté, et il faut le liquider ou vous l'avez vendu, enfin vous n'en avez plus. Tandis que dans les futures, finalement, l'avantage est énorme parce que vous pouvez vendre et acheter des contrats à terme. Donc, les futures sont des contrats à terme, on les appelle comme ça en bon français. Et au Canada, on n'a pas de contrat à terme agricole. On en avait à Winnipeg, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais on les a surtout aux États-Unis. Et donc, c'est la transition vers des solutions du marché, c'est-à-dire remplacer les buffer stocks par des marchés financiers. Ici, on parle de futures. Mais les futures ne sont pas les seuls outils. Ce sont des produits dérivés, comme on dit. C'est un grand sujet. Donc, à la page 12, application moderne aujourd'hui, c'est des réserves stratégiques, donc le pétrole, comme on a dit. C'est ça les États-Unis ont ouvert finalement ces réserves stratégiques pour calmer l'augmentation du prix du pétrole. Stocks alimentaires nationaux, oui. Il y a des pays qui ne produisent pas de blé. Ils sont obligés d'acheter le blé pour pour avoir le pain. Intervention limitée, mais ciblée. Donc, exemple, Strategic Petroleum Reserve, c'est justement des États-Unis qui ont des réserves de pétrole. Ensuite, si vous allez à la page 13, analyse économique avancée, c'est quelque chose de un peu plus compliqué. Là, on a compris le principe, naturellement, mais on peut aujourd'hui, avec toute l'ingénierie financière, on peut trouver des solutions où on fait des produits, comme tantôt on parlait de contrats à terme, les futures, il y a pas mal d'autres produits. On appelle ça des produits dérivés, mais c'est un sujet immense. Et puis, c'est grâce aux produits dérivés, finalement, qu'aujourd'hui, on peut avoir des prix stables, mais c'est enfin un peu compliqué. Donc, attendez, analyse économique avancée, modélisation, fonction de stabilisation des prix, réduction de la variance, c'est-à-dire réduction de la fluctuation de prix, arbitrage intertemporel, arbitrage avec, je ne sais pas, il y a différentes sortes d'arbitrage, approche proche du contrôle optimal et lien avec macroéconomie et la finance. C'est-à-dire, on n'est plus dans le monde des produits comme tel, physique, mais on s'en va dans le monde de la macroéconomie et de la finance, surtout finance. En finance, ça veut dire essentiellement que finalement, ce sont des produits dérivés, encore une fois, qui font de support, si vous voulez, qui font de buffer, de coussin de protection pour les prix. La conclusion à retenir, outils de stabilisation puissants, coûteux et difficile à gérer, parce que c'est ça, c'est difficile parce que regardez, remplacé partiellement par les marchés financiers. Donc, ce stock regulator qu'on vient de dire, en général comme principe, c'est bon, mais c'est un outil de stabilisation puissant, d'accord, mais il est coûteux, bien dit, stocker des affaires pendant peut-être longtemps est difficile à gérer. Remplacé partiellement par les marchés financiers. Aujourd'hui, la beauté, c'est qu'on a ces produits dérivés qui remplacent ce problème-là. Balance entre intervention publique et efficacité du marché. Finalement, en conclusion, je dirais, vous avez le lien avec la finance moderne. Donc, le buffer stock, parce que là, on parle de ça, buffer stock, c'est-à-dire les stocks régulateurs de stock,
Le buffer stock, c'est une stratégie de market making public. Qu'est-ce que c'est le market making? Ben, c'est simplement, autrefois sur le parquet d'une bourse, le market making, c'était quelqu'un qui recevait la commande d'un client qui voulait acheter un produit et le market maker le lui vendait. Comparable à une option implicite par les prix. À noter bien les options, ça fait partie du produit dérivé. Et donc, ça y parle de similaire à target zone, PEG de devise. PEG, c'est des accords de devise, finalement, pour un taux de change fixe. Gestion du risque systémique, très intéressant pour lien avec la Black and Scholes et les options implicites, etc. Voyez-vous, ça devient très sophistiqué, c'est-à-dire on remplace finalement ces stocks régulateurs par des produits dérivés. Et donc, un des produits dérivés, fameux naturellement, et très bas, à la base de pas mal de produits, c'est la Black and Scholes. C'est une formule qui donne le prix des options. Donc, on peut acheter le blé, mais on peut acheter des options sur le blé et sont basées sur des formules comme celle de Black and Scholes. Et voilà, et c'est tout. Donc, finalement, ces stocks régulateurs sont très utiles. À présent, aujourd'hui, dans un monde sophistiqué comme le nôtre, au moins en celui qu'on vit actuellement, on a des produits dérivés et ces produits dérivés ont la tendance un peu à remplacer finalement ce stockage. Ça reste que les États-Unis ont toujours un stockage d'essence, pas d'essence, mais de pétrole au cas où. Et c'est ce qu'ils ont mis en vente à présent, libéré pour calmer les prix du pétrole. Et puis, et puis voilà, c'est finalement un monde très intéressant et très, comment dire, utile finalement. Mais le stock régulateur, encore une fois, je me souviens, il y avait des pays autrefois qui achetaient du blé parce qu'ils ne produisaient pas de blé suffisamment pour faire le pain. T'imagines un pays dans lequel on n'a pas de blé pour le pain, donc le boulanger ne donne pas de pain le matin parce qu'il n'y avait pas de farine. Donc la farine était, ou le blé, était contingenté. C'est justement ça, les stocks régulateurs, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins, mais c'est surtout peut-être encore vers les pays sous-développés. Et voilà, et c'est tout. C'est un sujet très beau, très grand, et puis comment dire, a des répercussions vraiment importantes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.